Bretagne 5, l'invité du 7-9. Et ce matin, nous recevons Tristan Lozac, figure du mouvement des Gilets jaunes, qui est venu ce matin au micro de la matinale en direct. Je l'en remercie. Bonjour Tristan Lozac. Bonjour. Alors, on a vu depuis quelques jours, quelques semaines même, j'allais presque dire refleurir, permettez-moi le terme, il n'est pas péjoratif, quelques fleurs de couleur jaune autour des ronds-points. Serait-ce un retour des Gilets jaunes ? Eh bien oui, c'est un retour des Gilets jaunes. 3 ans après le début, on a décidé de relancer le mouvement, tout simplement parce que rien n'a changé, même tout s'est empiré. Je pense à la hausse du carburant qui aujourd'hui dépasse largement les tarifs de 2018. Je pense à la hausse de l'électricité et du gaz. Donc aujourd'hui, on se sent étouffé, on peut plus vivre. Donc c'est important de revenir et de refaire sortir cette colère. Alors la précarité était là, elle a été exacerbée évidemment par la crise sanitaire que l'on a vécue, qui est toujours là d'ailleurs peu ou prou. Cette précarité, finalement, elle ne baisse pas à vos yeux? Pas du tout. Vous voyez bien, de toute façon, le chômage augmente. La crise sanitaire, certes, elle n'a pas beaucoup aidé, mais le gouvernement ne nous aide pas beaucoup non plus. Donc oui, on est encore plus en colère aujourd'hui. Et il est important que 6 mois avant les élections présidentielles, on dise au président de la République, attention, on n'a pas disparu, et que s'il le faut, on peut ressurgir, ce qui se passe aujourd'hui. Alors on parle de ces augmentations, hein, vous y faites référence, Tristan Lozac, augmentation du prix des carburants. Il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui roulent au diesel, qui ont besoin de se déplacer parfois très loin. Vous le faites vous-même, hein, vous me l'avez confié un petit peu tout à l'heure en préparant cet entretien. Vous dites rien n'a changé. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Est-ce qu'il y avait une urgence tout de suite là? Mais en fait, ce qu'on demande depuis le départ, c'est des mesures concrètes et sur la longue durée. Ce n'est pas des aides chèque énergie ou même chèque carburant qu'on demande. C'est une baisse de taxes. Aujourd'hui, je fais 80 km par jour pour aller au travail. Avec un carburant à 1,54 € aujourd'hui. Donc forcément, avec un salaire à 1325 € net, le budget est très serré. On demande des mesures longue durée pour tout le monde. On ne demande pas à trier les gens sur le volet. On demande que ce soit pour tout le monde, que tout le monde puisse vivre de son salaire et arrêter de nous prendre pour des pompes à fric. On parle des mesures environnementales. On dit si on baisse le prix du carburant, eh bien on va continuer à avoir du diesel, de l'essence, alors qu'il faudra aller vers l'hybride ou l'électrique, ou peut-être à terme, allez donc savoir, on ira vers d'autres types de carburants. On peut penser à l'hydrogène. Est-ce que vous acceptez l'argument ou vous dites non, c'est une posture? Mais bien sûr que c'est une posture. On sait très bien qu'on n'est pas prêt pour ce changement en fait. Aujourd'hui, un salarié comme moi ou comme beaucoup d'autres, on n'a pas les moyens de s'acheter une voiture électrique. Et si on parle d'écologie, dans ces cas-là, les batteries, faut bien aussi les recycler. On n'a pas les moyens pour le faire aujourd'hui. Donc faut arrêter un petit peu de nous balader dans tous les sens en disant mais si on nous demande ça, c'est pour aller vers une transition écologique. On n'a pas les moyens de le faire. Ils ne se donnent pas les moyens de le faire et en plus de ça, on n'est pas aidé. Donc non, c'est pas possible. On est accroché à nos voitures. Je rappelle quand même que Paris, ce n'est pas la France, et que autour de Paris, il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. Donc qu'ils écoutent déjà, pour commencer dans un premier temps, toutes ces personnes qui ont besoin de vivre. Et après, on pourra peut-être aussi discuter de transition écologique, mais avec des aides et beaucoup d'aides dans ces cas-là. Ce mouvement des Gilets jaunes qui ressurgit dans le contexte que vous citez, Tristan Lozac, est-ce qu'il réunit autant que le premier mouvement, ou est-ce qu'en tout cas vous sentez un frémissement? Alors, on va pas dire qu'il est reparti sur la même base de 2018, ça serait mentir. Pour relancer un mouvement, je pars du principe que déjà il y a un début à tout. C'est de redonner confiance aux gens, de leur dire qu'on peut se battre, de leur dire que s'ils ont des convictions, il faut aller les dire dans la rue. Et il y a aussi beaucoup de gens qui ne sortent plus par rapport à tout ce qui s'est passé dans le mouvement des Gilets jaunes. Je parle des blessés qu'il y a pu avoir, des personnes qui ont été éborgnées, de la répression. Voilà, c'est quand même le mouvement qui a été le plus réprimé depuis de nombreuses années. Donc je peux comprendre qu'il y ait des gens qui aient peur aujourd'hui. Mais je demande à ces personnes-là qu'aujourd'hui c'est le nombre qui fait la force et qu'on a besoin d'eux pour se faire entendre. Juste dans cette séquence électorale, on va peut-être vous taxer en disant oui, ils profitent des élections finalement pour faire du bruit.
Ah oui, en 2018, on nous l'a pas dit, hein. Oui, on va profiter des élections pour faire du bruit, effectivement. Et si on peut mettre des bâtons dans les roues de la campagne d'Emmanuel Macron, on va le faire. Et on va bien lui dire et lui faire inscrire dans ses pensées que le mouvement des Gilets jaunes, il l'a fait sortir et il l'a toujours pas fait rentrer. Il y a une grande déception, finalement, avec tout ce qui s'était fait depuis 2018 et qui n'a pas été forcément couronné de succès. Vous attendiez autre chose? Vous savez, ce que je vous dis là, j'ai l'impression d'avoir pris une cassette et qu'on a rembobiné 3 ans en arrière. Je vous pose la question, voilà. Finalement. Et en fait, rien n'a changé, parce qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, je suis encore à votre micro à vous dire les mêmes revendications que je vous disais il y a 3 ans. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc nous, on n'a pas été écoutés. Il y a eu des mesurettes, certes, il y a eu quelques milliards d'euros qui ont été sortis, mais ce n'est pas ceux des ronds-points qui ont touché ces aides-là. C'est une classe encore supérieure. Alors attention, j'ai rien contre eux, tant mieux pour eux, hein, mais ce n'est pas ceux qui demandaient des aides aujourd'hui. Donc non, on n'a pas été écouté et aujourd'hui, il va falloir qu'on soit écouté au bout d'un moment, quoi. Ça c'est clair, on peut plus continuer comme ça. On a une France qui se fracture. Vous parlez de la France des ronds-points, la France qui n'arrive plus à se chauffer aujourd'hui, la France qui a son électricité qui est coupée. On le voit, les fournisseurs d'électricité en ce mois d'octobre vont très vite pour couper l'électricité avant la trêve hivernale. Est-ce que vous avez envie de dire finalement au président de la République ou plus largement au gouvernement, faites vite avant que ça explose? Aidez-nous avant que ça explose, oui. Je sais pas comment dire ça, je suis pas quelqu'un de violent. Mais je pense pas que le gouvernement a envie de revivre un certain 1er décembre 2018, où le gouvernement a vraiment failli tomber pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et si ça continue comme ça, c'est ce qui va se reproduire. Et nous, on ne demande pas que ça parte dans la violence. Mais ils mettent tellement de temps à nous répondre que forcément les gens au bout d'un moment s'énervent. Ça, faut le comprendre, qu'ils en peuvent plus. Ils sont à bout de souffle. Ils sont pris à la gorge, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc il faut qu'ils répondent tout de suite pour pas que ça déborde et que enfin que tout le monde puisse vivre normalement et dignement surtout. Vivre dignement, vivre normalement, les gens qui n'arrivent pas à le faire se tournent parfois vers les extrêmes. Là, on est dans une séquence politique, hein, ça ne vous aura pas échappé, Tristan Lozac. Double séquence politique finalement, parce que on a les élections, l'élection présidentielle et les élections législatives. Est-ce que aujourd'hui, vous comprenez les gens qui vont se tourner vers l'extrême droite, vers Monsieur Zemmour peut-être, si par hasard il était candidat? Alors, comprendre, je dirais pas comprendre, mais je suis inquiet. Je suis inquiet et d'un côté, en même temps, je me dis, mais il y a aucun candidat aujourd'hui qui répond à nos questions. Les Français n'ont plus confiance en la politique et du coup, beaucoup de Français, oui, se retournent vers l'extrême. Et c'est là maintenant qu'il faut s'inquiéter. Pourquoi aujourd'hui on en arrive là? C'est parce qu'on n'est pas écouté. C'est que depuis des années, on est prié de voter et ensuite on est prié de se taire. Et si on n'est pas content, c'est pareil. Donc forcément, au bout d'un moment, il y a des Français qui commencent à se tourner vers l'extrême. Et je pense que c'est même ça doit être l'étincelle aussi pour le gouvernement actuel. Pourquoi les gens se tournent vers l'extrême? Peut-être parce que vous nous répondez pas. Donc c'est maintenant qu'il faut nous écouter. Parmi les Gilets jaunes, on a toujours dit, il y a beaucoup de gens d'extrême droite. C'est une réalité ou finalement c'est ce qui a couru? Non, ça a toujours été l'excuse idéale pour nous faire passer pour des racistes, des homophobes, des extrémistes, des violents, des ultra jaunes aussi, parce que ça c'est un nouveau terme qui a été inventé, hein. Non, le mouvement des Gilets jaunes est fait de tout bord politique. Samedi sur le rond-point, à gauche de moi j'avais quelqu'un qui votait extrême droite et à droite de moi j'avais quelqu'un qui votait extrême gauche. Voilà, c'est très varié. Donc non, c'est pas un mouvement d'extrême droite. Ces deux France, des extrêmes ou pas d'ailleurs, elles arrivent à se parler? Oui, absolument. Mais je vous dis, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a quelque chose qu'on a retrouvé dès 2018, c'est la fraternité. La fraternité qu'on n'avait plus. Et cette fraternité fait qu'on oublie tout de suite nos idées politiques sur les ronds-points. Et on parle entre nous, on parle de pouvoir d'achat, on parle de comment changer la France, comment aider nos enfants plus tard. C'est de ça qu'on parle. On parle pas de politique d'extrême ou quoi que ce soit. On arrive tous à s'entendre. Alors, cette France qui parle, qui discute, qui propose aussi, qui n'est pas écoutée, qui n'est pas entendue, il y a eu ces états généraux qui ont été lancés à l'issue du premier mouvement des Gilets jaunes. On a rempli des cahiers de doléances.
voilà, c'est resté un peu lettre morte. Là aussi, c'est quelque chose qui vous blesse, qui vous gêne, qui vous chagrine. Les cahiers de doléances, c'était histoire de calmer un peu tout le monde, faire semblant qu'on soit écouté. Et je sais même que beaucoup de cahiers de doléances ont été jetés. Voilà, ils ont été jetés et jamais récupérés. Et c'est pour ça que les Gilets jaunes derrière, parce que les Gilets jaunes, ce n'est pas que des gens qui manifestent sur un rond-point ou dans la rue le samedi, c'est aussi des groupes de travail, c'est aussi des gens qui ont fait un grand débat, un vrai grand débat, où toutes les doléances étaient donc ramenées lors de plusieurs réunions, mis sur un site, ça a été trié, et ça a été mis sur un site pour que le gouvernement puisse les voir, avec plus d'1 million de signatures. Pour des gens qui approuvaient ces doléances-là. Ça n'a jamais été écouté. Voilà. Et aujourd'hui, le monde politique, est-ce qu'il revient vers vous? Est-ce qu'il y a eu une rupture, c'est-à-dire une fois le mouvement terminé, allez hop, on est passé à autre chose? Ou est-ce qu'il y a toujours eu un contact, un fil, fut-il très ténu? Non, parce qu'en fait, ils ont toujours fait en sorte que le mouvement des Gilets jaunes disparaisse, en nous faisant passer pour les perturbateurs du pays. Non, il y a plus de parole entre nous. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Et le problème, c'est que là, ils nous refont sortir dans la rue. Donc, ils vont faire semblant de nous écouter parce qu'on est à 6 mois des élections présidentielles. C'est ça qui va se passer. Et après, on recommencera à nouveau à zéro. Donc, oui, moi, je vous dis, aujourd'hui, on a peur parce que on sait très bien qu'on va pas être écouté à nouveau. Vous avez peur de violence aujourd'hui, Tristan Lozac, vous qui n'êtes pas violent? Moi, je suis pas violent et oui, j'ai peur de la violence. J'ai peur de la violence des deux côtés. Parce que d'un côté, on a des citoyens qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués, et d'un autre côté, on a aussi des policiers qui n'en peuvent plus, qui sont fatigués. Et je trouve dommage qu'il y ait ce fossé entre des policiers qui restent des êtres humains et des gilets jaunes qui sont des êtres humains qui demandent à mieux vivre. Mais le problème, c'est qu'à la force de laisser pourrir les choses, oui, les gens, à la force, deviennent violents. Et je vais pas aller aujourd'hui m'excuser auprès du gouvernement qu'ils sont violents, parce que ils ont qu'à réagir tout de suite, et là il y aura pas de problème. Alors cette violence, qui est latente, on pourrait le dire, peut être évitée. Qu'est-ce qui serait aujourd'hui, quel est le geste fort que pourrait faire finalement le gouvernement? Baisser les taxes sur le carburant. Baisser les taxes, baisser la TVA, mettre la TVA par exemple, la TVA à 0% sur les produits de première nécessité. Ça serait des grosses avancées pour nous. C'est ça qu'on demande. On demande pas plus que ça. On demande que ça. Voilà. Et selon vous, pourquoi on ne veut pas baisser ces taxes? Parce que finalement, ça paraît simple. Ça paraît simple, mais le problème, c'est que je pense qu'ils veulent pas les mettre en place, parce que ça rapporte pour eux. Eux, ils voient que par eux. Et nous, on continue de payer derrière. Mais on n'est pas aidés, et les salaires ne montent pas. Alors, il y a aussi les gens dans l'extrême grande précarité qui se retrouvent aujourd'hui sans pouvoir se chauffer, sans pouvoir se déplacer, qui ne trouvent pas de travail finalement. Est-ce que là aussi, c'est une inquiétude chez les Gilets jaunes de se dire, il y a encore pire, il y a encore plus démunis. Est-ce que là aussi vous portez leur parole qui est vraiment pas écoutée, pas vue? En fait, le mouvement des Gilets jaunes porte la parole de tous ceux qui souffrent aujourd'hui, même ceux qui travaillent pas, parce qu'on le sait très bien qu'il y en a beaucoup qui aimeraient travailler et qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, par exemple. Donc ça, ils peuvent pas aller au travail parce qu'ils ont des handicaps et du coup il y a beaucoup d'entreprises qui hésitent à prendre. On en est là aujourd'hui. Donc les gens qui ne travaillent pas, c'est pas forcément des feignants. C'est il y en a qui n'arrivent pas à trouver de boulot. Donc oui, on s'inquiète pour eux et on s'inquiète aussi sur le fait qu'ils ne sont pas aidés, que beaucoup se retrouvent à la rue. Je rappelle quand même une promesse de campagne d'Emmanuel Macron que personne n'oubliera, c'était 0 SDF. Et je pense qu'on en est très loin parce qu'on en voit à chaque rue quand on va se promener. Donc oui, c'est très inquiétant. C'est très inquiétant pour l'avenir, oui. Je parlais de cette crise qui est arrivée juste après la crise des Gilets jaunes, c'est la crise sanitaire. Ce virus qui a mis la France à l'arrêt, qui nous a compliqué la vie, qui aujourd'hui finalement, on le voit un petit peu s'éloigner, on va croiser les doigts, mais qui a laissé beaucoup de gens sur le bord de la route et dans leur emploi et parfois même psychologiquement. Est-ce que aujourd'hui cette précarité, on va la payer finalement? Oui, on va la payer. Mais après, encore une fois, sur la crise sanitaire, c'est compliqué. On ne sait pas ce qu'auraient fait d'autres gouvernements. On sait pas. C'est tout nouveau, donc on peut pas.
je suis pas du genre à juger. Il s'agissait pas de juger le pas, comportement du gouvernement, c'est des conséquences. Finalement. Bien sûr, mais il y a eu des conséquences énormes. Combien de dépressions il y a pu avoir, des entreprises qui ont fermé, des gens qui ont perdu leur travail. C'est incroyable. Et oui, il y a eu des aides mises en place, mais ça encore, je pense que c'est pas assez. Il y a des gens qu'il faut accompagner plus durement pour pouvoir leur sortir la tête de l'eau, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui, oui, qui peut-être se relèveront jamais de cette crise sanitaire par rapport à leur travail. Alors cette crise sanitaire, elle a vu surgir aussi des entreprises et ça va nous amener tout droit à la COP des masques. On vous a vu beaucoup ces temps derniers sur les écrans de télévision parce que la COP des masques va mal et parce que là aussi, il n'y a peut-être pas eu l'effort nécessaire de fait par les collectivités locales qui ont préféré aller acheter des masques en Chine, ça coûtait moins cher, plutôt qu'à leur porte et faire travailler finalement les employés. Vous en êtes, Tristan Lozac, de cette COP des masques. C'est un regard amer aussi à ce niveau-là? On se sent trahi. On se sent trahi parce qu'au début de la pandémie, on se rappelle des paroles du président de la République qui a appelé à relocaliser les entreprises, notamment de masques. Ça a été entendu. Il y a plusieurs entreprises de masques aujourd'hui en France, notamment donc chez nous la coopérative. Et une fois qu'ils sont là, donc on n'a plus de commandes. On n'a pas de commandes. L'État a préféré acheter 1 milliard de masques en Chine pour refaire leur stock, alors qu'il y avait déjà des entreprises de masques en France. Ils appellent pas aujourd'hui à la préférence nationale. Il faut qu'ils appellent à la préférence nationale. Si on n'apprend pas de nos erreurs, à la prochaine pandémie, qu'est-ce qu'on va dire? Ah bah si on avait su, et rebelote à chaque fois. Donc oui, il faut que le gouvernement puisse faire un geste envers les entreprises aujourd'hui qui vont mal, notamment de masques, afin qu'on puisse garder nos entreprises. Il faut arrêter de dépendre toujours de la Chine. À l'échelle locale, ici en Bretagne, la région, les départements, ils vous ont acheté des masques ou pas? Oui, bien sûr. Alors on a eu des achats de la région Bretagne, du département. Mais le problème, c'est que si vous voulez, il y a eu des masques donnés gratuitement, notamment à nos sociétaires, par exemple. Alors, je parle surtout du médical. Le problème, c'est qu'ils ont déjà des stocks. Ils ont déjà des stocks. Et la coopérative s'est montée en particulier à la base pour le professionnel du médical et de l'agroalimentaire. Le problème, c'est qu'ils sont déjà surstockés pour 6 mois, voire pour 1 an. Donc, ils peuvent plus nous commander. Donc oui, on est trahis. On a été trahis par l'État, pour moi. Pourtant, des ministres étaient venus, il y a eu beaucoup de visites à cette coopérative des masques qui faisait un peu figure de fer de lance. Hein. Ouais, alors, moi je dirais plutôt que faire des visites dans une entreprise qui vient d'ouvrir notamment de masques, ça fait surtout bonne figure. Voilà, j'en dirais pas plus. Communication pour vous. Communication, c'est tout. Aujourd'hui, la COP des masques va mal, on parle de licenciement? Oui, bien sûr. On parle de licenciement économique, de chômage partiel. Mais on sait, voilà, tous les jours, quand on arrive au travail, c'est un jour nouveau. On sait pas ce qui va se passer. Entre collègues, on s'entend super bien. On se serre les coudes. On va faire en sorte de sauver cette entreprise et faire en sorte de sauver ces emplois-là. Même si on sait que les chances sont minimes pour les emplois. Mais voilà, on fera le maximum pour ceux d'entre nous. Une lutte qui se rajoute à d'autres, Tristan Lozac. Ça fait longtemps, vous, à titre personnel, que vous luttez, que vous bagarrez au sein des Gilets jaunes. J'allais presque dire, c'est votre vie que vous avez mis en jeu aussi là-dessus. Bien sûr, c'est ma vie personnelle, c'est ma vie professionnelle. Et une fois que voilà, tout commence à redevenir un petit peu, on va dire, entre parenthèses, normal, j'ai l'impression que tout s'écroule à nouveau. Parce qu'on est obligé de repartir dans la rue, voilà, défendre nos idées. J'ai une entreprise aujourd'hui, enfin, je suis dans une entreprise qui marche sur des œufs. Donc ouais, j'ai l'impression de revivre un remake, en fait, de 2018. Mais totalement. Donc oui, j'ai mis ma vie personnelle en danger, mais j'ai des convictions. Et quand j'ai des convictions, je suis prêt à me battre jusqu'au bout, et c'est ce que je vais faire. Alors, les Gilets jaunes, la prochaine étape, ça va être quoi? Donc prochaine étape, c'est il y a des actions prévues cette semaine. Et donc un retour sur le rond-point de Brésillet samedi à 10h30. Et la plus grosse opération attendue, c'est donc pour les 3 ans du mouvement. Donc, alors, les 3 ans, c'est le 17 novembre, mais nous, on va le faire le 13 novembre. Donc, c'est un samedi, où il y aura une grosse opération escargot en partant de Trémuson jusqu'au rond-point de Brésillet. Et là, pourquoi pas, reconstruire un QG, afin de pouvoir tous se retrouver et discuter des actions à venir. Le fameux QG qui revient. C'est ça.
Est-ce que vous discutez avec les gens dans la rue lors des manifestations qui ont lieu à nouveau, et comment les gens accueillent le retour du mouvement? Eh ben, contre toute attente, et 3 ans après, je m'y attendais vraiment pas, mais on a eu je vais le dire le mot, un concert de klaxon incroyable, de soutien, de conducteurs qui sortaient le gilet jaune et qui le sortaient de la voiture. J'ai reçu pas mal de messages en disant bravo, ne lâchez pas et il faut recommencer, vous avez raison. J'ai eu quelques personnes sur le rond-point qui n'avaient jamais assisté au mouvement des Gilets jaunes, qui aujourd'hui sont sur le rond-point. Donc oui, il y a à nouveau en fait un soutien, en tout cas sur le terrain. On espère ne pas les décevoir et de remporter cette victoire. Ce soutien populaire, il est important pour vous? Bien sûr qu'il est important, parce que ça permet aussi de mettre pression sur le gouvernement et qu'il sache que les revendications qu'on porte aujourd'hui, ça concerne tout le monde. Donc il faut qu'ils nous entendent, parce que la population est avec nous. Alors, c'est un mouvement qui est très particulier, celui des Gilets jaunes. On n'a jamais vu un mouvement durer finalement aussi longtemps. Alors, s'essouffler un peu par moment, mais voilà, regonfler en ce moment. Sur cette période difficile, on parlait tout à l'heure des prix du carburant. Est-ce que, pour vous, imaginez qu'il y aura une sortie heureuse, une sortie de crise heureuse, pour essayer d'avoir une note positive? Si je n'y croyais pas, je ne ressortirais pas dans la rue aujourd'hui. Voilà. Donc si je ressors, c'est parce que je pense qu'on peut réussir à se faire entendre, même si, de toute façon, dès le départ, on l'avait dit, le combat va être long. On le sait, parce qu'avec des personnes qui nous gouvernent comme actuellement, qui nous écoutent pas, on sait qu'il va falloir se battre. Mais en tout cas, si j'y croyais pas, je serais pas encore dans la rue aujourd'hui. Et j'y crois, donc je vais continuer à défendre mes idées et mes convictions. Alors, je parlais tout à l'heure du monde politique. Vous demandez s'ils reprenaient langue avec vous, s'il y avait de nouveaux contacts. Les autorités, comment elles vous voient aujourd'hui? Alors ça a changé un petit peu. Ça a changé un petit peu. Alors on sait qu'on a un nouveau commissaire à Saint-Brieuc que du coup j'ai rencontré samedi. Très bon échange. Voilà, pour l'instant très bon échange, il n'y a pas de souci. Et puis depuis même plusieurs semaines, les renseignements territoriaux, voyant un petit peu que sur les réseaux ça commençait à s'énerver et qu'il y avait un potentiel retour des Gilets jaunes, ils m'ont déjà contacté, je le cache pas et je le cache à personne, ils m'ont déjà contacté, ça s'est très bien passé, et eux s'attendent vraiment aussi de leur côté à un retour du mouvement, parce que ils voient un petit peu sur les réseaux que ça gronde. Maintenant le but c'est que qu'ils nous laissent défendre nos idées et qu'on reproduise pas un petit peu les violences de 2018 entre eux et nous. Voilà, il faut qu'il y ait une expression possible. Le danger, c'est les gens qui n'ont plus rien à perdre finalement. Mais il y a des gens qui n'ont plus rien à perdre. Et sérieusement, si moi ou d'autres personnes n'avaient plus rien à perdre, qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui? Moi, je suis personne pour les juger, les gens qui aujourd'hui ont basculé dans la violence. Si vraiment ils ont plus rien à perdre, c'est ça. Donc je sais pas, je peux pas leur donner des excuses non plus, mais en même temps je peux aussi les excuser d'un côté, donc c'est très compliqué. Mais en tout cas, moi j'appellerais au calme, toujours au calme, et parce que les forces de l'ordre, eux, ne font que respecter des ordres, et eux aussi ont des familles, ils ne peuvent pas se permettre de perdre leur emploi, parce que ils perdent leur emploi, ils nourrissent plus leur famille, et ça rentre un petit peu aussi dans la logique du mouvement des Gilets jaunes. Vous espérez que le président de la République, par exemple, est un sursaut, est une écoute, et j'allais presque dire aille au contact, au moins en tant que président de la République, pour écouter les revendications, pour essayer de renouer le dialogue et essayer d'avancer? On l'espère, mais bon, à 6 mois des élections, il est peut-être un peu tard. Et puis on estimera que s'il le fait maintenant, de venir au contact, ça sera pourquoi? Pour sa campagne présidentielle, pour dire que voilà, il écoute son peuple. Nous, on demande pas qu'il vienne nous voir, on demande à qui, tout de suite, maintenant, qu'il nous donne des mesures concrètes et sur la longue durée. C'est tout ce qu'on lui demande. Alors, reste qu'on rentre en campagne électorale, qu'il y a plusieurs candidats de différents partis politiques. Est-ce que vous allez essayer de les contacter les uns les autres pour dire, voilà, nous, on a ça comme revendication. Si vous arrivez au pouvoir suprême, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, je ne les contacterai pas, sûrement pas. Mais je pense qu'ils sont assez intelligents, qu'ils sont assez informés depuis 2018 quelles sont nos revendications. Donc maintenant, c'est à eux de les prendre en compte, de défendre les idées là, et de nous convaincre, à voter pour eux sur ces revendications. Et après qu'ils les mettent aussi à exécution. Alors, aujourd'hui, on a une grande abstention, et souvent, ce sont les plus précaires qui ne votent pas parce que dégoûtés par la politique, dégoûtés par parfois le personnel politique, il faut bien le dire. Est-ce que vous appelez les gens à aller aux urnes en disant, voilà, il faut voter, il faut s'exprimer? Alors moi, j'appelle, oui, les gens à aller aux urnes, parce que ne pas aller aux urnes, c'est faire gagner Emmanuel Macron.
Voilà, parce que lui, son électorat va aller voter. Ça, c'est clair. Donc c'est à nous aujourd'hui de le contrer aussi, parce que s'il repasse, on retourne sur 5 ans comme on a connu aujourd'hui. Donc oui, j'appelle les gens à aller voter, à ne pas s'abstenir et à faire barrage à Emmanuel Macron. Oui. Alors si on se retrouve, Tristan Lozac, au second tour avec Emmanuel Macron d'un côté, Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour de l'autre, choix cornélien. C'est très compliqué. Alors moi, perso, je ne voterai pas. Voilà, parce que j'aurais pas voulu, je veux pas donner une voix à Emmanuel Macron et je veux pas être celui qui a aidé l'extrême droite à se mettre au pouvoir aussi. Donc là, j'irai pas voter, mais c'est le premier tour qui compte, surtout le premier tour pour éviter ça justement. Aujourd'hui, ce mouvement des Gilets jaunes s'amplifie. J'imagine que vous avez des contacts avec les autres Gilets jaunes des autres régions. Oui. Est-ce que vous sentez que le mouvement au niveau national est en train de repartir? Oui, écoutez, là on est en train de faire une fusion actuellement avec le rond-point des Vaches qui est situé en Normandie. Donc tant pis pour le Mont-Saint-Michel. Mais voilà, donc on est en train de faire une fusion avec eux et on sent effectivement un retour sur des ronds-points emblématiques du mouvement. Et c'est ça qui est important, c'est de s'unir et de pas faire les mêmes erreurs dès le départ, c'est-à-dire faire chacun les choses de notre côté. C'est vraiment s'unir ensemble pour réussir. Alors, on a reproché au mouvement des Gilets jaunes de pas être structuré, de ne pas avoir de porte-parole. J'imagine qu'on va se retrouver avec ce même type de réflexion aujourd'hui. Mais oui, on va se retrouver sur le même type de réflexion, tout simplement parce que quand on a essayé de mettre des porte-paroles en avant, c'est eux qui ont été réprimés et amendés. J'en ai fait les frais. Donc voilà pourquoi on se met plus en avant. Donc ils aimeraient qu'on se structure, mais au niveau politique. Sauf que on défend. Enfin, on est contre la politique. On est à partisan. Donc c'est pas pour aller pour entrer dans ce système qui, pour moi, de toute façon aujourd'hui ne veut plus rien dire. De toute façon, non. Donc on va repartir sur ces principes-là, mais tout en accordant nos violons, quoi. Donc un mouvement qui repart. Tristan Lozac, vous êtes venu nous en parler ce matin à l'antenne de Bretagne 5 dans la matinale. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes une des figures du mouvement des Gilets jaunes et la figure ici en Côte d'Armor en tout cas. Merci d'être venu jusqu'à nous et puis vous allez nous tenir au courant. On va suivre évidemment l'évolution de ce mouvement. Merci beaucoup. Merci belle journée. Merci. Bretagne 5 matin, le 7-9, Stéphane Hamon.